Bonjour, Bonjour. merci de nous avoir rejoints. Il s'agit de la plus grande exposition depuis 20 ans consacrée au travail de votre père. En quoi son caractère, son univers se retrouvent dans les photos présentées? Mais c'est surtout ce qu'on a souhaité dans cette exposition-là. Au-delà d'un accrochage de photographies, un accrochage très nombreux puisqu'il y a près de 400 photos, on a souhaité montrer une philosophie de la vie, sa manière de se comporter qui était tout à fait particulière, personnelle et, et qui effectivement se lie complètement dans ces images. C'est une exposition donc intime et personnelle. Il était comment, votre père? Il était exactement le personnage qu'on peut imaginer quand on voit ces images. C'était quelqu'un de très discret, avec beaucoup d'humour, une certaine distance, une acuité d'intérêt à tout ce qui se passait, absolument extraordinaire. Mais il était exactement la même personne en famille et au travail. Et d'ailleurs, entre la famille et le travail, il n'y avait pas une grande différence, parce que là où on a installé maintenant avec ma sœur l'atelier Robert Doisneau, puisqu'on on représente complètement enfin on essaye de diffuser au maximum son œuvre. C'était l'appartement familial et il y avait déjà son atelier à lui là. Donc tout était très très intriqué. On vivait dans une espèce de marmite photographique en permanence. Votre père est une icône, l'un des photographes français les plus connus à l'étranger. Pourquoi ces photos sont-elles si populaires? Alors c'est une question qu'on se pose de plus en plus parce qu'il est mort il y a 30 ans quand même. Hein, et c'est quand même extraordinaire qu'il continue à avoir, je dirais, un public pour simplifier, mais enfin à être le centre d'un intérêt aussi incroyable dès qu'on montre ces images. Je crois que ces photos sont universel. Il parle de choses au-delà des thématiques. D'ailleurs, l'exposition est pleine de thématiques. Je veux dire, on ne se prive pas de montrer un certain nombre de classements de photographies. Mais au-delà de ça, il y a un regard sur la vie, il y a une philosophie de la vie, il y a quelque chose qui est complètement intemporel Et universelles. et universel. Votre père a collaboré avec de nombreux magazines français, ce qui lui a permis de rencontrer et d'échanger avec d'autres artistes. C'était important pour lui, cette complicité avec d'autres artistes, cet échange de créativité. Il avait une complicité avec toutes les personnes qu'il photographiait. Il ne voulait jamais, il disait d'ailleurs qu'il faisait des autoportraits en permanence, hein, il ne voulait jamais avoir un surplomb par rapport à la personne photographiée. Et quand il était dans l'atelier de Picasso, il avait exactement le même regard que quand il était à la sortie d'une école pour photographier les gosses qui tirent les sonnettes. Il y avait une espèce de proximité et petite distance en même temps. Hein. Il ne s'assimilait pas, quand il photographiait Picasso, il ne s'assimilait pas aux grands artistes. Je veux dire, il photographiait un grand artiste. Et lui, il était un photographe. Et c'est le photographe qui regardait ce grand artiste. Il y avait toujours cette espèce de complicité absolue, mais de regard d'un peu d'ethnologue. Votre père aimait photographier les exclus, les bas-fonds de la société française d'après-guerre. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait une nouveauté dans cette exposition, des photos aussi très dures que l'on n'avait jamais vues auparavant. Alors, là où il a eu son grand succès, c'est surtout les photos d'amoureux, les photos d'enfants tireurs de sonnettes, justement, enfin, d'enfants qui jouent dans la rue, etc. Donc, on en a fait un espèce de promeneur amusé, comme ça, dans Paris. Il n'était pas du tout ça. C'était vraiment un photographe professionnel qui répondait à toutes sortes de commandes et qui avait... C'est un homme qui avait le cœur à gauche, on dirait. Hein. Il a commencé sa carrière un peu avant-guerre, mais essentiellement dans les années d'après-guerre. Et il venait de la résistance, vraiment travaillait pour la presse de gauche, essentiellement. Donc on l'envoyait faire beaucoup, et il recherchait beaucoup de reportages sociaux. Et ces reportages sociaux, ils étaient très peu demandés. On les a très peu montrés.
Et là, on a sorti, par exemple, un reportage dans les mines de charbon à Lens en 1945, où on a l'impression de lire Zola. Hein. C'est vraiment des conditions de travail terribles. À Paris, il allait photographier les égoutiers, il allait photographier les gens qui faisaient ce qu'il appelait les mouilleurs de chemises, les gens qui Oui, des travaillaient métiers dans très des durs. endroits très durs. Et tout ça, on le sort là. Là, on a montré une très très grande palette de ce travail social. Alors, on connaît les célèbres clichés en noir et blanc de votre père, mais beaucoup moins ses productions en couleur. Dans l'exposition, on en retrouve pas mal en couleur. Que pensait-il de cette nouvelle technique? Alors lui, dans une interview, à la fin de sa vie, il a eu la chance de rencontrer quand même un grand succès, de lui-même d'assister à son propre succès. Et donc il était très très souvent interviewé. Et dans une interview où on lui demande mais pourquoi il est le chantre du noir et blanc, etc. Qu'est-ce que s'il avait à refaire son trajet, et il dit oh mais si j'avais à refaire, je referais tout en couleur. Bien sûr, il y a un peu de provocation, mais malgré tout. Le problème du travail en couleur dans les années 40-50, c'est que ça coûtait très cher et qu'on n'avait aucune idée de la pérennité de la pellicule couleur. Et que donc, c'est des problèmes matériels qui l'empêchaient de travailler en couleur. Dès qu'il a pu travailler en couleur, il l'a fait. Merci beaucoup Francine de Roudy pour cet entretien. Je rappelle que la très belle exposition Robert Doisneau Instant Donné est à découvrir jusqu'au 12 octobre au musée Mayol à Paris. Merci pour votre présence sur notre antenne.